Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans la vie d'un personnage absolument fascinant. Imaginez un peu, on est au XVIIe siècle. C'est vraiment une époque charnière pour l'histoire des idées en Europe. D'un côté, on a ce respect presque sacré pour les textes anciens, et de l'autre, c'est l'aube frémissante de la science moderne et de l'observation empirique. Et devinez qui se trouve en plein milieu de ce bouillonnement, notre protagoniste, Isaac Vossius. Sa vie, c'est une véritable aventure qui illustre à la perfection cette transition brutale. On parle de quelqu'un qui est passé de l'humanisme classique le plus strict aux découvertes scientifiques les plus controversées de son époque. Alors, on peut vraiment se poser la question. Comment est-ce que le fils d'un théologien super rigide a pu devenir un pionnier de la science moderne et finir par être soupçonné d'hérésie par ses propres collègues? C'est le grand paradoxe de la vie de Vossius. Le gars a été façonné par une éducation religieuse et académique d'une rigidité implacable, et pourtant, il va finir par exploser toutes les limites dogmatiques, il va observer la nature, remettre en cause les textes sacrés, et sérieusement bousculer la République des lettres européennes. Pour comprendre cette incroyable métamorphose, on va retracer son parcours en 5 grandes étapes. On partira de son héritage familial un peu lourd, on passera par les drames qui l'ont libéré de ce poids, ses voyages à travers l'Europe, son grand saut vers la science, pour enfin atterrir dans ses vieux jours, disons assez excentriques. Commençons tout de suite par poser le décor avec son héritage familial. Son père, Gerardus Vossius, c'était un des plus grands humanistes d'Europe. Mais attention, le point vraiment crucial ici, c'est son héritage maternel. Sa mère, Élisabeth Dujon, descendait de la prestigieuse lignée du théologien Franciscus Unius. C'est carrément elle qui gérait la maison, qui était en fait une véritable académie domestique. Grâce à cet héritage Junius, Isaac et ses très nombreux frères et sœurs ont baigné dès la naissance dans l'humanisme du XVIIe siècle. Et pour que ce soit clair, cet humanisme, ce n'était pas juste être culturé, c'était une analyse rigoureuse, presque chirurgicale des textes de l'Antiquité pour y trouver la vérité. Ses frères étaient considérés comme de véritables génies, ce qui créait une atmosphère de compétition intellectuelle permanente à la maison. C'est exactement cette pression qui a forgé ses tout premiers travaux en philologie. Mais cette vie académique bien rangée va bientôt voler en éclats. Ce témoignage est absolument déchirant. C'est une lettre de son père qui raconte la mort tragique de Cornelia, la sœur d'Isaac en 1638. Son traîneau a brisé la glace d'une rivière gelée près de Leyde. La perte de Cornelia, couplée à la mort prématurée de plusieurs de ses frères surdoués, a complètement bouleversé le rapport d'Isaac au deuil. Cette claque monumentale, cette confrontation brutale avec la fragilité de la vie, ça a été un vrai déclic. C'est au cœur de ce chagrin immense qu'il commence à s'éloigner de la voie académique toute tracée par son père. L'idée que la vie est courte le pousse à lever les yeux de ses vieux manuscrits pour commencer à regarder la puissance de la nature qui l'entoure. Et à partir de là, tout s'accélère. Ses déplacements à travers l'Europe deviennent une métaphore parfaite de son émancipation intellectuelle. Après la mort de son père en 1649, il quitte le cocon rassurant des bibliothèques de Leyde et d'Amsterdam, direction la cour royale de Stockholm, pour finalement terminer sa vie comme une sorte de réfugié intellectuel à Windsor. Le savant cloîtré se transforme sous nos yeux en un véritable érudit voyageur, avec une faim insatiable de savoir à travers tout le continent. Ce qui nous amène tout naturellement à sa vie trépidante d'érudit sur les routes. Honnêtement, l'étendue de son réseau est bluffante. Il devient tuteur de grec et bibliothécaire de la reine Christine de Suède. Ensuite, il est repéré par Jean-Baptiste Colbert en France, qui lui lâche carrément une pension. Et pour finir, il est pris sous l'aile du roi Charles II d'Angleterre. Mais attention, ce réseau de dingue, ce n'était pas juste pour briller en société. C'était vital pour lui. Ça lui permettait d'acquérir des manuscrits anciens inestimables pour nourrir sa curiosité débordante. Et surtout, ses appuis politiques de haut vol lui ont garanti les financements nécessaires pour ses futures recherches. Et c'est précisément là qu'on observe son grand virage vers la science moderne. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a ses racines philologiques, avec la lignée Junius et Dujon, complètement obsédés par l'analyse critique de l'Antiquité, et de l'autre, paf, une passion grandissante pour l'observation empirique. Il se met à utiliser les toutes nouvelles horloges à pendule de l'illustre scientifique Christian Huygens pour faire ses propres observations astronomiques. D'ailleurs, entre lui et Huygens, la relation était, disons, complexe. Un mélange de collaboration scientifique et de grosses rivalités. Huygens, qui était un scientifique hyper rigoureux, regardait parfois de travers ce monsieur des vieux textes avec ses théories un peu hors normes. Mais c'est ça le génie d'Isaac. Il a pris cette rigueur chirurgicale héritée de l'analyse des textes anciens et il l'a appliquée directement à l'observation du monde physique, et le résultat est hyper concret. En 1663, il publie un traité novateur sur le mouvement des mers, des marées et des vents. Il s'est même plongé dans de fascinantes recherches sur les mathématiques anciennes. Ce basculement des mots vers la nature a fait de lui une vraie ressource stratégique. Son travail sur la géographie physique était tellement précis que la marine française de Colbert l'a utilisé à fond.
Ces méthodes d'analyse critique sont littéralement devenues indispensables pour la navigation et l'exploration du monde réel. Ce qui nous mène à l'ultime chapitre de sa vie, et sans doute le plus drôle, son époque à Windsor. On est en droit de se poser une question un peu piquante. Comment un gars nommé Shanwen, un des postes religieux les plus respectés au château de Windsor, a-t-il pu devenir la cible de soupçons d'hérésie? Eh bien, le bonhomme était fatigué des dogmes. Il utilisait son immense érudition pour saper l'autorité biblique de son époque. Il a d'ailleurs fait un scandale en balançant avec ironie qu'il préférait largement lire l'Alcoran de Mahomet plutôt que d'écouter les théologiens chrétiens se prendre la tête et se contredire sans fin. Et pour couronner le tout, ce misanthrope refusait complètement les règles de la cour anglaise. Son grand kiff? Remplir les jardins hyper sérieux de la chapelle de Windsor avec ses perroquets de compagnie qui volaient en totale liberté. Il a purement et simplement balayé le dogme orthodoxe pour vivre sa vie sans aucune concession. Pour clore notre exploration d'aujourd'hui, gardons en tête cette image d'Isaac Vossius trônant au milieu de son incroyable collection de manuscrits, les fameux Codices Vossiani. C'est l'image parfaite d'un homme tiraillé entre deux mondes. L'éducation ultra stricte et les drames de sa jeunesse lui ont forgé un esprit tranchant comme un rasoir. En utilisant les méthodes du passé pour déchiffrer la géographie, les mathématiques anciennes et le monde physique, il a, presque malgré lui, posé les bases du scepticisme qui va enflammer le siècle des Lumières. Alors ça nous laisse sur une réflexion intéressante. Pour repousser les limites du savoir et oser remettre en question ce qui est sacré, n'a-t-on pas toujours besoin d'une petite dose d'excentricité ?